4 avril oblige. Bonsoir tout le monde, on commence dans un instant. Monsieur Faye, son nom vous attend déjà. Bonsoir tout le monde, dans un instant, Tabis Komaron, Khaire Gueye. Bonsoir chers amis, bonsoir chers internautes. Nous nous suivons d'abord de ce privilège de faire de Faye. 4 avril oblige, aujourd'hui on a zappé Baba Mal. Nous sommes dans les locaux de Madiba Leadership Institute. Et nous allons parler ce soir de prise de parole en public. Comment réussir sa prise de parole en public. On dit que savoir parler en public est la meilleure qualité que puisse avoir un leader en politique et dans le monde des affaires. D'où l'importance de ce thème. Ce soir, je suis avec M. Samuel Faye. M. Faye, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Ravi de te recevoir. Merci beaucoup, merci. Nous sommes très honorés d'être reçus dans les locaux, dans ces prestigieux locaux de Madiba Leadership Institute. Michel Faye. On va d'abord commencer par Madiba, avant de parler de Michel Faye. Madiba est derrière nous. Parlez-nous de Madiba Leadership Institute. On va faire quelques minutes de communication sur l'école d'abord. Je salue au passage le président Yao, depuis Saint-Louis, et le directeur général du groupe ISM, mon frère Abdou Diouf. Michel Diouf, bonsoir. J'espère que vous êtes devant l'écran. Michel Faye. J'espère aussi. Je vous salue de Marketing TV. Merci beaucoup. Je salue le remarquable travail que vous faites. Comme nous sommes dans le cadre d'un jour spécial, je souhaite une bonne fête d'indépendance à tous les citoyens sénégalais, à tous les Africains de manière générale. Je suis très heureux de voir que le thème de cette journée, c'est la citoyenneté. Je pense que c'est l'une des choses dont notre nation a le plus besoin aujourd'hui. Et je suis convaincu que les différents messages qui ont été lancés de part et d'autre ont été entendus et créeront ce déclic qui nous permettra de cheminer vers une trajectoire de changement. Alors, le Madiba Leadership Institute, c'est l'école de leadership, c'est l'école panafricaine du groupe ISM. C'est une école qui poursuit l'ambition de former une génération de leaders capables d'apporter des changements dans leur communauté. Ces leaders sont formés dans des domaines identifiés, des domaines qui correspondent à des enjeux panafricains. La filière traditionnelle et classique de l'école a été la science politique et les relations internationales. L'Afrique a besoin de gouvernants, d'hommes et de femmes capables d'apporter une certaine éthique, une culture de travail, de performance dans nos organisations, et du public et du privé, et les organisations internationales. Donc, dans ce sens, la science politique et les relations internationales a été mise en place, niveau licence, niveau master. L'école abrite aussi un cursus ou des cursus en communication, licence en communication média, master en communication, leadership et relations publiques. Là également, un enjeu panafricain,
les entreprises africaines, les organisations africaines doivent valoriser leur savoir-faire à l'international, doivent compétir, et pour cela, on a besoin de communicants avérés. L'art et la culture, également, un potentiel au niveau du continent, une richesse remarquable, une créativité artistique qu'on retrouve auprès des jeunes. Et dans ce sens, l'école a lancé des licences et des masters en art et culture avec l'IESA de Paris. D'autres formations aussi existent, la gouvernance territoriale, qui est aujourd'hui un enjeu au niveau du continent africain, le management public, qui est un double diplôme de Senghor. Donc globalement, je pense que c'est une école, l'université Senghor d'Alexandrie, en Égypte. Donc globalement, l'ensemble des formations correspondent à des enjeux au niveau du continent. L'on forme des personnes capables d'apporter des solutions à ces problèmes. D'accord. Est-ce que vous faites du marketing digital, de la communication digitale? L'école d'ingénieurs, nos étudiants en communication et médias de niveau licence et master font de la communication digitale. Mais on a une école au niveau du groupe. Aujourd'hui, l'ISM, c'est un groupe qui a 4 écoles, une école de droit, une école d'ingénieurs, une école de management et le Madiba Leadership Institute. L'école d'ingénieurs du groupe dispense des filières en digital et autres. Donc je pense que c'est une école d'excellence aussi qui a fini de construire sa notoriété au niveau du paysage africain. D'accord. Est-ce qu'on peut connaître l'adresse physique? Point E. Après, quand j'ai dit point E, aujourd'hui, on est éparpillé dans le point. Chaque institut aujourd'hui dispose de ses locaux. Ce qui est très bien, c'est que veut dire que l'école a beaucoup grandi. C'était il y a 27 ans, le rêve d'un homme, le fondateur de l'école. M. Amadou Diop, notre président, que je salue au passage, qui pendant des années a fait de cette école, je pense, l'une des plus belles expériences d'enseignement en Afrique, et qui au bout de 25 ans a cédé une partie de l'actionnariat à un groupe Galileo, qui vient aussi nous apporter un savoir-faire. Et voilà, je pense que on est éparpillé. Le Madiba Institute, en tout cas, en ce qui nous concerne, se trouve au niveau de l'avenue Biragodio, entre la mosquée et le rond-point des ambassades, à côté de la banque Cofinance. Et ainsi que je l'explique. Très bien. Merci, M. Faye. Maintenant, nous allons parler de M. Faye. Qui est Samuel Faye? Alors, Samuel Faye, qui est Samuel Faye? Ou que fait Samuel Faye? C'est deux questions différentes. Alors, Samuel Faye est un citoyen sénégalais, un citoyen d'Afrique, qui est juriste de formation, qui s'est construit en grande partie dans la vie associative, parce que je considère qu'il y a l'enseignement que l'école met à notre disposition, qui a pour moi été une formidable opportunité d'apprentissage. Je salue tous les profs, vous savez, ces profs c'est du primaire jusqu'à l'université, parce que chacun d'entre eux a semé en nous une graine. Toutes ces personnes que nous avons eu l'opportunité de rencontrer ont façonné en partie ce que nous sommes. Les parents, la cellule familiale façonnent ce que nous sommes. La vie associative, moi, en ce qui me concerne, à travers des organisations que j'ai connues, où j'ai milité, la DCI, ont fait de moi l'homme que je suis, c'est-à-dire un citoyen sensible par rapport aux causes qui interpellent sa communauté, et dont le combat est de voir comment apporter des solutions à ces problèmes. D'accord. Merci, M. Samuel Faye. Vous êtes également directeur de l'école où nous sommes. Oui. Oui, vous êtes. Allez-y. Alors, je suis Samuel Faye, directeur du Madiba Leadership Institute, enseignant-chercheur en droit, professeur en art oratoire, visiting professor dans certaines universités en Afrique et en Europe sur les thématiques d'art oratoire et de leadership. Voilà, nous allons parler ce soir d'art oratoire. M. Faye, ma première question, est-ce que pour prendre une parole en public, on doit se préparer? Est-ce qu'on a besoin de se préparer? L'improvisation existe, bien évidemment, mais la meilleure improvisation est celle qui se prépare. Mais ça peut être une préparation ponctuelle. Je dois parler demain, je prépare ma prestation, et je considère que celui qui veut être un bon communicant doit faire de sa vie, de ses activités quotidiennes, une préparation à ses exercices de prise de parole en public. Les lectures qui sont les nôtres, nos expériences, ce que nous partageons avec les uns et les autres, les reportages que nous regardons, un poème que nous lisons, tout ce qui vient féconder notre réflexion, tout ce qui vient enrichir notre perspective, demain nous prépare à un exercice de prise de parole en public réussi. Donc, il y a bien évidemment une préparation ponctuelle qui consiste à identifier un certain nombre de choses dont on va parler. On y reviendra sur la manière de structurer son message. Mais il y a la préparation qui réside dans notre vie de tous les jours, à travers, je le disais, nos expériences de vie, nos lectures qui viennent féconder
notre propos, notre discours et enrichir notre regard et notre perspective. D'accord. Et comment on doit se préparer lorsqu'on doit prendre une parole en public? La première chose, dans le cadre d'une intervention spécifique, c'est pour moi la structuration de ce que l'on va dire. L'on se rend compte qu'on a beaucoup de remarquables orateurs qui peuvent parler pendant très longtemps, mais qui peuvent souvent tourner autour du pot et à qui l'on peut reprocher une absence de structuration. Structurer son discours, c'est se fixer un objectif de communication. Je dois parler, qu'est-ce que je dois laisser au public? Je dis souvent dans mes formations, quel est l'héritage de votre discours? Qu'est-ce que vous leur laissez quand vous serez parti? C'est l'objectif qui est poursuivi. Et l'ensemble, la disposition des informations, des idées, des arguments va tendre vers l'atteinte de cet objectif que vous poursuivez. Donc, quel est mon objectif de communication? C'est une première question qu'on se pose. Ensuite, comment je vais ouvrir l'ouverture? Donc, c'est un élément fondamental de la structuration. On l'appelle l'introduction. Comment j'annonce ce dont je vais parler? J'annonce à des fins pédagogiques en posant déjà dans l'ouverture des jalons de ce que sera ma réflexion. Ce qu'on faisait au lycée, un plan. Dans un premier temps, je parle de ceci. Dans un second temps, je parle de ceci. Permet à la personne qui écoute de pouvoir déjà à son niveau se structurer. Et ensuite, il y a le développement, la manière dont on superpose les arguments et la conclusion, la manière dont on parvient à rappeler tout ce que l'on a dit. Après ça, c'est une intervention orale classique. Entre ces différentes parties, il y a des interstices où le savoir-faire va se véhiculer, où les outils de l'orateur vont intervenir, où des astuces spécifiques vont être mises en œuvre en vue de l'atteinte de l'objectif. Parce que l'objectif, c'est partager une information. Et l'objectif peut aller au-delà. Aujourd'hui, Marketing TV, l'objectif d'un marketicien, c'est par exemple de convaincre celui qui est en face, d'acheter un produit, d'adhérer à une idée. L'objectif de l'homme politique, c'est de faire adhérer à une vision. Donc, quand mon objectif, au-delà de la simple information, c'est l'adhésion, il faut un dispositif spécifique qui peut emporter justement l'adhésion de celui qui écoute. Donc, la première chose, c'est d'abord de se fixer des objectifs, ensuite d'établir un plan de speech, si vous voulez. Effectivement. Voilà, maintenant, comment faire pour réussir sa prise de parole? Il y a plusieurs choses qui interviennent dans la réussite d'une intervention. La structuration, on en a parlé, c'est un élément fondamental. L'orateur, par essence, le bon communicant, est celui qui parle de manière structurée, qui a un objectif qu'il vise à atteindre. Ensuite, c'est celui qui fait un bon usage des outils dont il dispose. Ces outils, c'est la voix. Nous reviendrons peut-être plus tard sur les caractéristiques de la voix. Ces outils, c'est la voix, c'est le regard. Comment établir une communication oculaire avec celui à qui je parle ou ceux à qui je parle, en vue de tisser un lien. Parce que le regard peut conforter l'éthos, et nous reviendrons sur ces éléments. Les gestes, c'est-à-dire les gestes donnent du poids à ce que l'on dit. Quand je vous dis venez ici, et quand je vous dis venez ici, il y a une différence. Quand je dis monsieur sortez de la salle, et quand je dis monsieur sortez de la salle, c'est différent. Les gestes sont là pour donner du poids à ce que l'on dit. Donc, on peut en faire un bon usage. Après, il y a plusieurs écoles. C'est plusieurs écoles. Je connais des orateurs, mais des orateurs dans le monde judiciaire, qui vous diront que le grand avocat est celui qui plaide sans que sa robe ne tremble. Pourquoi? Parce qu'il ne gesticule pas. Je pense qu'il y a plusieurs écoles. J'ai eu un ouvrage remarquable de deux grands avocats, tous experts de l'oratoire, Jean-Denis Bredin et Maître Levy, qui justement sur cette question liée aux gestes avaient des avis divergents sur ce que devait être la gestuelle. Mais de manière générale, moi je considère que les gestes peuvent donner du poids à ce que l'on dit. La posture, comment est-ce que je me tiens devant le public, comment est-ce que je parviens à avoir une certaine tenue, une congruence, tous ces éléments-là vont intervenir et conforter le message que je dispense. Est-ce que le port vestimentaire est important, surtout pour un homme politique? Pour la circonstance, oui. Le port vestimentaire, pour moi, est important pour la circonstance. Bien évidemment, si on va à une rencontre sportive et qu'on est en costume cravate, on peut paraître ridicule. Donc, il faut toujours penser à avoir un port adapté à la circonstance. Après, la touche artistique dans un monde en ébullition comme le nôtre, elle est permise. Et toujours savoir dans quelles circonstances se permettre telle ou telle chose. D'accord.
Et maintenant, nous avons beaucoup de jeunes qui nous regardent. Pour les jeunes professionnels qui nous regardent, qu'est-ce que vous leur conseillez en matière de prise de parole? Comment peuvent-ils faire pour réussir leur prise de parole? Alors, pour ces jeunes professionnels, c'est travailler sur les éléments qui ont été définis. La structuration. Comment parviennent-ils à travailler leur structuration? Les outils. Quel est l'usage qu'ils font de leur voix? Il y a le timbre de la voix. Le timbre peut s'améliorer par des exercices spécifiques. Il y a l'articulation. Comment on articule les mots pour avoir un ton clair et compréhensible. L'intonation, le mouvement mélodieux de la voix, c'est à travers des exercices de lecture, c'est à travers des exercices de déclamation chez soi. On va travailler cette intonation-là. Il y a également le débit. Certaines personnes, moi-même, pouvons avoir un débit assez rapide. Pourquoi? Parce que c'est les influences des langues maternelles. Nous parlons le français qui n'est pas nécessairement la langue maternelle comme on dit chez nous. Donc, le débit doit être le plus maîtrisé possible. Établir une communication oculaire, avoir une bonne posture, une bonne gestuelle, se structurer. Je pense que c'est un ensemble de facteurs qui vont donner du poids aux propos de l'orateur. Mais cela nécessite un travail personnel. Et ce travail commence par une sorte de démystification de l'exercice de prise de parole en public. Il faut le dire aussi qu'il y a un exercice redouté. Et certains sont tellement stressés, sont tellement victimes de cette peur qui est en eux que cela gâche leur performance. Et vous avez des personnes qui ont des idées remarquables et qui, après avoir pris la parole, restent sur leur faim et vous diront j'ai eu le sentiment d'avoir été moins bien que ce que j'avais en tête. Ça arrive à beaucoup de personnes. Il y en a d'autres qui ont tellement travaillé l'exercice de la prise de parole en public que cela peut les doper. À la base, ils peuvent ne pas avoir d'idées préconçues sur un sujet, mais le fait de commencer à parler les structures et les aide à mieux eux-mêmes se découvrir à travers cet exercice. Donc je considère que la parole, la rhétorique peut être un outil de travail sur soi. D'accord. Comment peut-on faire pour améliorer son débit verbal? Si on a un débit trop rapide comme moi, est-ce qu'il y a des exercices qui permettent d'avoir un débit moyen, ni trop rapide, ni trop lent? Moi, dès le bas âge, on m'avait conseillé, et ça a un peu payé ses fruits, le crayonnage. D'accord. Le crayonnage consiste à monter un crayon et à lire. Ça a le mérite de travailler votre articulation de manière claire et ça a le mérite également, lorsque vous lisez, de vous aider à mieux maîtriser ce que vous... C'est la fête de l'indépendance. C'est l'explosion. Voilà. Je pense qu'il faudra qu'on pense lors des fêtes d'indépendance avec des feux d'artifice. Donc le crayonnage est un exercice utile pour travailler l'articulation et le débit. C'est un exercice qui peut apporter des réponses à cela. À côté, il y a la lecture seule chez soi, à haute voix, qui nous permet également de mieux maîtriser ce que l'on dit. D'accord. Merci, chers internautes. Je rappelle que je suis avec M. Samuel Faye, directeur de Madiba Leadership Institute, et nous sommes actuellement dans les locaux de Madiba. Merci à M. Mansour Diallo. M. Diallo, vous connaissez? Bien sûr. Il nous suit depuis le début. Khadingom, Boga, Ismaël Amar, Khadingom, Mamadou Pouy depuis Kiran. Pouy, il doit être content de voir ses produits derrière. Merci à vous tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, M. Faye peut répondre à vos questions. M. Faye, comment peut-on structurer, comment doit-on structurer son intervention? Je l'avais déjà dit, mais on va y revenir un peu. Oui, on en a parlé. La structuration, pour moi, c'est ce que les orateurs de la Grèce antique appelaient disposition. La manière dont on dispose les informations, les idées, les arguments, les illustrations dont on dispose. Cette illustration-là, bien cette disposition-là, elle suit plusieurs logiques en fonction de l'intervention. Dans l'intervention classique, on ouvre. L'introduction doit être percutante. Je prends un modèle très simple. Il y a un bel ouvrage qui traite de la prise de parole en public lors des conférences TEDx. TEDx, c'est un style de conférence rapide. L'orateur n'a pas 30 minutes pour développer. Souvent, c'est des prises de parole entre 10, 15, au maximum 20 minutes. Et 20 minutes même, c'est très rare. Et vous avez le directeur des conférences TEDx qui a constaté une chose, que quand l'entrée en matière n'est pas réussie, le public se déconnecte très rapidement. Parce qu'il y a aujourd'hui le nouvel ennemi de l'orateur. Ce nouvel ennemi, c'est les smartphones. On change de monde en un clin d'œil.
on est en face d'un orateur et en un clin d'œil, on a un autre monde qui s'ouvre quand il n'est pas intéressant et percutant dès le début. Donc l'entrée en matière, à travers les informations, parfois choc, que l'on va partager, à travers les illustrations que l'on va faire en ouvrant notre discours, c'est quelque chose de très important. Quand l'entrée en matière est réussie et que j'ai posé les fondements de ma réflexion, les piliers, les colonnes, premier pilier, voilà ce dont je parle, deuxième pilier, voilà la deuxième chose dont je vais parler. Ensuite, je prends le premier pilier, je le vide de sa substance en y ajoutant arguments, idées, argumentaires, illustrations. Les illustrations sont très importantes. Les illustrations permettent d'incarner la réalité dont on parle. On peut parler de la guerre mondiale et de ses milliers de morts. Mais, et ça touche bien évidemment. Mais le public, ceux qui sont en face, peuvent être mieux touchés par l'histoire d'une personne, d'une seule personne, qui a souffert durant cette guerre, qui a vu un parent partir, qui a vu un parent ne pas revenir, qui a eu une enfance malmenée. C'est les illustrations. C'est ce que l'on appelle par ailleurs, en fonction des formes, le storytelling, la manière dont on raconte une histoire pour incarner la réalité dont on parle. Tous ces éléments-là font partie du dispositif oratoire. Et ensuite, deuxième pilier, idée pilier de sa substance, on développe et on passe à la conclusion. La conclusion est un élément très important. Ce n'est pas rappeler tout ce qu'on a dit. Vous avez des orateurs qui, lors de leur conclusion, vont revenir et refaire la conférence. La conclusion consiste à tirer de manière très succincte des idées essentielles qui ont été développées et à les placer dans une perspective plus large, en se rappelant encore une fois de plus à tous les niveaux l'objectif de communication. Et dans la conclusion, on insiste, on appuie sur l'objectif de communication. Est-ce que je veux appeler les gens à l'action? Si tel est le cas, il faut que je puisse, lors de la conclusion, terminer en appelant à l'action d'une fort belle manière. Est-ce que je veux que l'on puisse acheter ces bouteilles de Kirène? Il faut que ma conclusion me permette d'appuyer sur la gâchette finale pour que ces bouteilles soient achetées. Donc à tous les niveaux, l'orateur a en tête ces objectifs de communication. D'accord. Et pendant tout son speech, il a besoin également du paralangage. Il y a le langage verbal, le sens littéral des mots, il y a le non-verbal, ce que l'on ne dit pas, mais ce qui permet de donner du poids à ce que l'on dit. D'accord. On va d'abord commencer par le regard. Quelle est l'importance du regard? Le regard est fondamental. Moi, je prends toujours un exemple. Entre voulez-vous m'épouser en regardant la personne et voulez-vous m'épouser, l'impact n'est pas le même. On est d'accord. Donc, c'est un exemple qui fait souvent rire lors des sessions de formation. Mais pour moi, on ne communique pas ailleurs que dans les yeux de son public. Cette vision que l'on a, ce lien qu'on établit, il doit être permanent. Et quand je dis qu'il doit être permanent, ce que le jeune orateur ou l'orateur simplement doit éviter, c'est un regard qui cherche ses mots. On s'en rend souvent compte. Dans les exposés en classe, vous posez parfois une question, le regard va en haut, va en bas, parce qu'on cherche ses mots. Ah tiens, qu'est-ce que je voulais dire? Pour un entrepreneur, par exemple, qui maîtrise ou qui est supposé maîtriser son concept, son produit, le fait d'être face à des investisseurs et d'avoir ces moments de flottement peut être mal perçu. Pour le commercial, pour l'homme politique, dans plusieurs circonstances très sérieuses, ces moments de flottement-là peuvent être mal perçus. Donc c'est un exercice difficile, mais il faut, même quand on doute, il faut, même quand on a un moment de passage à vide, ce qui peut arriver, maintenir ce lien dans le cadre du regard, c'est un élément très important. Je le dis encore une fois. Et qui doit regarder dans le public? S'il y a un public, on doit regarder qui? On parle du principe du phare, mais le principe du phare ne doit pas être mécanique. Parce que s'il est mécanique, cela fait un jeu de va-et-vient au niveau du public et cela peut donner l'impression d'un manque de naturel. Donc il faut balayer la salle du regard, il faut avoir des groupes à regarder, il faut des contacts visuels avec certaines personnes qui peuvent vous mettre en confiance. Ça va arriver. Moi, je me rappelle que lorsque j'étais jeune leader associatif, dans les salles, il y avait des mamans qui peut-être voyaient en vous leur enfant et qui acquiesçaient. C'est dans le regard de ces mamans-là qu'on allait puiser la force de continuer quand on doutait. Il y a aussi des regards interrogateurs qui semblent même sceptiques. Vous avez certains orateurs, et c'est une réalité, qui peuvent avoir du mal à supporter la contradiction, qui veulent convaincre et qui peuvent être tentés dans une communication de s'adresser à celui-là qui a le regard des approbateurs et parfois d'oublier leur objectif de communication.
Donc c'est la prise en compte des ensembles, mais encore une fois de plus en cheminant vers une destination. Après, on ne chemine pas en étant préparé à tout. Il y a les imprévus de la prise de parole et c'est ce qui donne du charme à l'exercice. En cours de route, c'est une idée qui arrive. En cours de route, c'est l'histoire ou une histoire qui s'est réalisée durant notre enfance. Quelque chose auquel on n'avait pas pensé, qui se présente à nous et qui nous dit, voilà, je suis l'idée que vous pouvez vendre ou que vous pouvez présenter au public et vous vous appropriez cette idée pour la présenter. C'est ce que l'intelligence humaine peut faire. D'accord, d'accord. On va prendre une courte pause. Yes. Quelques gorgées d'eau. Avant de continuer, fête de l'indépendance oblige. Merci Khari Diop. Khari est en direct, il nous suit depuis Thiès, je crois. Il est à Thiès, normalement, M. Diop, Khari. On va continuer avec M. Faye dans 2 secondes. M. Faye, on va écouter la musique des forces armées. Merci. Monsieur Faye, on est en train de parler de regard. Est-ce que le sourire est important? Le sourire est important, il faut savoir sourire. Le sourire conforte l'éthos. Les orateurs de la Grèce antique qui nous ont laissé de belles choses, comme les orateurs africains. Je pense que nous sommes en train de faire un travail scientifique d'ailleurs sur l'héritage de ces orateurs africains, de l'art oratoire africain. Et nous aurons à faire les meilleurs orateurs d'Afrique viennent de quel pays? De plusieurs pays, dont le Sénégal. De plusieurs pays. Chaque pays a sa tradition oratoire, a ses principes, a ses mécanismes, a ses outils en matière de prise de parole en public. Et un travail qui se fait avec un groupe de personnes, nous aurons à convier des individus pour partager justement le fruit de nos réflexions sur le sujet. Le sourire est important parce qu'il conforte ce que les orateurs de la Grèce antique appelaient l'éthos. Ces orateurs considéraient que pour que l'on puisse convaincre son public, il fallait asseoir son intervention sur 3 aspects. Le pathos, comment je cultive l'émotion auprès de mon public. Le logos, la raison, comment est-ce que je construis une logique implacable sur le plan rationnel. Et l'éthos, comment à travers ma personne, je suscite la sympathie du public. L'éthos est important. Dans le coaching, par exemple, en communication politique, vous avez certains hommes politiques qui sont très bons dans leur tête, qui ont eu des parcours remarquables, mais qui, quand ils sont au niveau en face des caméras, quand ils sont en meeting, ne savent pas avoir ce niveau de décontraction qui leur permet de sourire pour véhiculer un ethos positif. Donc, le lien que l'on doit avoir avec le public, ce lien fort qui fait que pendant le temps de sa prestation, l'orateur peut être aimé, ne s'établit pas, ne se crée pas. Conséquence, il peut y avoir une distance. Après, c'est vrai que pour toutes les circonstances, le sourire n'est pas approprié. Cela dépendra des circonstances. Mais en certaines circonstances, un sourire bien placé peut, comme on le dit, réconforter les cœurs pour ouvrir des portes. D'accord, d'accord. Nous avons parlé de sourire. Certains également demandent à ce qu'on raconte des anecdotes. Est-ce que c'est important, raconter des anecdotes durant ou bien avant même de démarrer un discours? C'est très important. Ouvrir par une anecdote, placer l'histoire dans le discours. Est-ce qu'on peut avoir un exemple, M. Faye? Les jeunes qui nous suivent, l'anecdote à raconter durant le discours. Moi, il y a une... Vous me prenez au dépourvu, mais si je dois aujourd'hui parler d'une forme d'anecdote, c'est sur l'abolition de la peine de mort, par exemple. Sur l'abolition de la peine de mort, j'ai écouté le discours frappant de Paul Lombard, qui était l'avocat de Christian Ranucci, qui était un condamné à mort. Et dans cette plaidoirie remarquable, l'on fait intervenir un ensemble de choses. Christian Ranucci, c'est quelqu'un qui est accusé d'avoir tué une jeune demoiselle. Donc, il est considéré comme étant le coupable idéal. Il est jugé
son comportement, son attitude durant le procès font qu'il ne parvient pas à créer un lien avec le jury et hélas, il est condamné à mort. On demande la grâce présidentielle est refusée. Valéry Giscard d'Estaing, qui était à l'époque président en France, refuse la grâce présidentielle. Et l'avocat rapporte l'histoire de cet homme qui, pendant tout le procès, est resté impassible et qui, à l'approche de la condamnation, le jour de la condamnation, l'on décrit la scène, une matinée tranquille, avec une ambiance de mort qui règne, avec un calme plat, et l'on voit un jeune homme, mais très jeune, qui s'achemine vers un bourreau, qui s'achemine vers la mort. Donc quand on écoute cette histoire placée par cette personne, même si l'on est pour la peine de mort, cela peut remettre en cause certaines de nos certitudes. Donc c'est une histoire qui, moi, m'avait marqué à l'époque. C'est une histoire que j'ai eu l'opportunité de lire et de relire. Et je sais que parmi les chroniques judiciaires, c'est une des histoires les plus frappantes. Et quelle est la place des gestes dans le discours, M. Faye? Les gestes occupent une place importante. Je pense qu'on l'a dit. Les gestes donnent du poids à ce que l'on dit. Quels sont les meilleurs gestes durant un discours? Est-ce qu'on doit avoir des postures fermées? Il faut éviter les postures fermées. Des postures ouvertes. La posture du parent qui attend. Je dis tout le temps, quand vous fuguez la nuit et que vous trouvez votre père à la porte de la maison, les mains derrière, bon, on s'attend à ce qui va suivre. Oui. Donc, il faut éviter ces gestes qui peuvent rappeler de manière inconsciente certaines circonstances de la vie. Donc, des gestes avec une certaine ouverture. L'on considère que le centre de gravité de notre intervention, c'est le plexus solaire. Donc, on doit avoir des gestes qui ne sont pas trop élevés parce que ça va être désarticulé, ni des gestes qui sont trop à un niveau trop bas, ce qui peut laisser paraître une image de manque d'énergie. Donc des gestes qui gravitent autour du plexus et qui consistent à juste véhiculer ce que l'on dit. Pour le même discours, l'orateur n'aura pas nécessairement les mêmes gestes si vous le filmez à 2 reprises. Les gestes, c'est le ressenti du moment, c'est le naturel qui sort et qui donne du poids à ce que l'on dit. Maintenant, lorsqu'on fait un discours, est-ce qu'on doit rester sur place ou bien on a besoin des fois de se mouvoir? Et pour se mouvoir, est-ce qu'on doit aller en avant ou on doit reculer? Alors, quel est le meilleur mouvement? Mais quels sont les meilleurs mouvements? Il y a plusieurs contextes. Quand je fais un discours derrière un pupitre, je peux le quitter. Je vois un orateur qui le fait par exemple au Sénégal, qui même quand il a un pupitre derrière son pupitre, je vois Ted Cruz qui était un candidat au primaire aux États-Unis, qui quand il fait son discours par exemple, lui ne reste pas derrière le pupitre. D'autres sont de très bons orateurs derrière le pupitre, dont Barack Obama, qui parfois en fonction des circonstances respectent le pupitre. Quand je n'ai pas de pupitre ou quand je peux me déplacer, je me déplace. Il n'est pas conseillé quand on ouvre son intervention, donc quand on démarre, de démarrer en reculant. Sauf quand je suis dans une posture comique ou de comédie. Mais le principe de l'ouverture, c'est qu'on fait un pas en avant. Ce pas en avant, c'est perçu par le public comme une forme d'accessibilité de l'orateur. Donc je commence, puis quand je salue, je fais un pas en avant. Donc je vais vers le public. C'est perçu convenablement par le public. Après les déplacements, il ne faut pas les mécaniser en disant je fais 2 pas à gauche, 2 pas à droite, mais il faut occuper l'espace scénique. Et pour moi, c'est des choses qui doivent être le plus naturelles possible et qui sont même naturelles. Je me déplace, le public est large, la salle est grande, tantôt je parlerai à ceux qui sont à gauche, tantôt à ceux qui sont à droite. Il y a une école qui veut, parce qu'il y a plusieurs écoles en matière d'oratoire, une école qui veut que par exemple on ancre la douleur à gauche ou à droite, que l'on ancre les bonnes idées à droite. C'est une école qui existe et certains coachs remarquables enseignent la prise de parole de cette manière. Moi, j'ai vu de grands orateurs statiques faire de remarquables discours inoubliables. J'en ai vu en occupant l'espace scénique être des dieux de la prise de parole en public. Donc tout dépend, je pense que c'est des éléments qui résultent du naturel et de l'approche de l'orateur en fonction des circonstances. D'accord. Et en fonction des cultures, est-ce que la signification, le sens d'un geste peut varier? En fonction des cultures, le sens d'un geste peut varier. On voit qu'Obama avait l'habitude de pointer son public. Lula, avec son pouce pointé, vous vous rappelez? Est-ce que selon les contextes, selon les cultures,
le sens, la signification d'un geste peut varier. L'usage des gestes déjà varie en fonction des cultures. Tout à fait. Vous avez les Français et d'autres, les Sénégalais par exemple, qui gesticulent énormément en parlant. Au Sénégal, vous regardez des individus parler dans la rue, vous les voyez gesticuler. Vous avez les Britanniques qui gesticulent, mais à un niveau moindre. On a des grands-parents qui disaient au village que lors de la Deuxième Guerre mondiale, on reconnaissait les Britanniques le soir autour du feu parce qu'on n'entendait que leur voix. On avait l'impression de statuer assis en train de discuter, de statuer assis en train de discuter. Donc, ça dépend des cultures déjà, l'usage des gestes. Nous sommes très énergiques dans notre prise de parole en public. Donc, nous gesticulons. Ces gestes, effectivement, peuvent avoir un sens. Mais aujourd'hui, quoi que l'on dise, on assiste sur cette question-là à une forme de globalisation. L'approche devient de plus en plus similaire. Les coachs sont en train de généraliser les approches. Donc, de plus en plus, il y a des éléments de ressemblance dans la manière de s'exprimer, dans la manière de prendre la parole. D'autant plus que les modèles de beaucoup d'orateurs d'ici peuvent être des orateurs d'ailleurs. D'accord, d'accord. Merci, chers internautes. Je rappelle que nous sommes avec M. Samuel Faye et M. Faye nous reçoit aujourd'hui dans les locaux de Madiba Leadership Institute. M. Faye, est-ce qu'un bec faut prendre la parole au public? J'ai assisté à cela quelques jours. J'étais président de jury dans un concours d'art oratoire. Et lors de ce concours, justement, l'un des meilleurs orateurs se disait bec. Il disait qu'il avait pu, en l'espace de 15 jours, avec les outils qu'on lui a donnés, travailler son bégaiement. Beaucoup de grands orateurs ont été bec à la base. On en connaît un célèbre au Sénégal. On en connaît des très célèbres au Sénégal. Nous ne citons pas de nom, bien évidemment. Mais beaucoup de grands orateurs ont été bec et ont pu travailler cela. On ne met pas nécessairement avec les dispositions qui font de nous un orateur. L'un des plus grands orateurs de la Grèce antique, Démosthène, quand il parlait au niveau de la tribune, n'était pas écouté parce qu'il n'avait pas nécessairement une voix qui portait. C'est pas le fruit du travail au bord de la mer pour que sa voix puisse dompter le bruit des vagues. Pas le fruit, mais vraiment d'un travail quasi surhumain qu'il a pu surmonter ses handicaps. Nous en avons. Moi, je connais au Sénégal des avocats. Quand on regarde comment en 5 ans, 10 ans, ces personnes ont remarquablement progressé sur l'usage de la voix, sur les personnes qui étaient bec, qui ont pu aujourd'hui parler avec un ton tranchant, je pense qu'il n'y a rien que la volonté et le travail bien structuré le puissent surmonter. Donc on peut s'améliorer. Comment faire pour s'améliorer? C'est travail au jour le jour. Au jour le jour, c'est très important. Parce qu'il y a deux choses. Autant on peut disposer des outils, autant il peut ne pas être à la portée de tous, de pouvoir meubler une intervention sans lire. De plus, là, il y a de bons orateurs qui sont des lecteurs, qui sont de très bons lecteurs, qui, quand ils ont leur texte, peuvent le lire et donner même une âme à ce qu'ils disent. Et c'est très bien. Mais je pense que l'orateur doit savoir, même s'il a un texte, parfois s'en détacher et improviser dans le cadre du discours. Improviser, c'est laisser l'inspiration de l'instant présent se manifester à travers son discours. Et pour cela, il faut que les expériences de la vie, comme je le disais en début de propos, il faut que nos milliers de lectures, il faut que nos expériences diversifiées, il faut que nos conversations viennent féconder notre discours, ce qui nous permet, sur l'instant présent, d'être nous-mêmes surpris par ces idées qui se présentent à nous, par ces remarquables arguments qui remontent. Et je le dis, c'est une preuve formidable de ce que l'intelligence humaine peut faire. Un conseil aux jeunes qui ne veulent pas prendre la parole en public? Ils sont nombreux. Je rappelle que... Ils sont très nombreux. Ils sont très nombreux. Moi, je commence toujours mes cours en art oratoire en rappelant l'importance de la prise de parole en public. Nous sommes dans une société, je ne vais pas employer le terme où il faut se vendre, où les marketiciens vous le direz, mais nous sommes dans une société où nécessairement il faut interagir avec les autres. La communication orale est un outil d'interaction. Nous sommes dans une société où il faut parfois valoriser ses connaissances dans une dynamique constructive, par exemple, de partage.
pas nécessairement pour s'illustrer, pour que l'on dise waouh, mais quel orateur remarquable, mais dans une dynamique de générosité et de partage. Or, la parole est un outil de partage, de valorisation de connaissances. Vous rencontrez des personnes dans le monde de l'entreprise qui vous disent, moi j'ai eu l'opportunité d'en former plusieurs, qui vous disent, parce que j'ai négligé la prise de parole en public durant tout mon cursus, je n'ai pas pu prétendre à certaines fonctions. Mon discours ne consiste pas à dire qu'il faut réussir par la parole. Je pense qu'il y a quelque chose qui est fondamental, c'est avoir une colonne vertébrale, être bon dans son domaine et être performant. Mais à côté de cette performance, cette technicité qui peut être là dans notre domaine, le fait de maîtriser les outils de présentation orale pour nous permettre de valoriser ce que l'on sait et de mieux nous positionner. Et je le disais, j'ai rencontré des personnes qui vous disent je n'ai pas pu atteindre telle station parce que lorsque je dois venir présenter un travail, je le fais mal parce que je communique mal. Ce n'est pas que le travail n'est pas bon, ce n'est pas que le document n'est pas bon, mais je ne sais pas donner vie à ce document-là, je ne sais pas convaincre, je ne sais pas expliquer convenablement parce que le flux de la parole ne sort pas convenablement. Et malheureusement, l'on peut suspecter certains, même d'incompétence, alors qu'ils sont très bons, mais juste parce qu'ils n'ont pas su valoriser le peu qu'ils savent. Donc la parole est une manière de se libérer. D'accord, d'accord. Merci, chers internautes. Je rappelle que nous sommes avec M. Faye Samuel. Merci à Awana depuis les États-Unis. Mamadou Lamine Barolo, je suis avec votre professeur, votre ami. Vous le connaissez, Mamadou Lamine Barolo? C'est un orateur génial, il aurait également pu être invité pour. J'ai invité à une reprise, mais apparemment il est trop pris. Ah, il faudra qu'il dégage du temps. Oui, c'est ça. Un grand politicien. C'est ça. Donc il faut que maintenant il me disait que j'étais avec les politiciens, avec les meetings, etc. Monsieur Lo, je t'invite sur le plateau de Marketing TV Monde. Monsieur Faye, on a donné des conseils aux jeunes. Maintenant, est-ce que le smartphone et le PowerPoint ne sont pas des ennemis aux orateurs? Le PowerPoint peut conforter ce que l'on dit, que dans le triangle de la sphère, il y a l'émetteur, c'est-à-dire la personne qui s'exprime, il y a les récepteurs, il y a le canal, les canaux utilisés, il y a le feedback. Je vais tout à l'heure parler du feedback. Mais sur le canal utilisé, il est oral, mais il peut aussi être visuel. Le canal visuel, c'est le PowerPoint qui illustre. Quand je parle de la souffrance d'un enfant, et qu'une image illustre cette souffrance. Une image vaut 1000 mots. Une image vaut 1000 mots. Je pense que ça résume tout ce que j'allais dire. Une image vaut 1000 mots. Donc, le PowerPoint peut être un précieux allié. Le smartphone peut être un allié après. Le smartphone sera votre ennemi si vous n'êtes pas bon et que vous ne parvenez pas à retenir l'attention du public. Le public se déconnecte aujourd'hui très rapidement. Dans des paysages comme les nôtres, dans certains pays, les gens pendant 2 heures, 3 heures vont écouter religieusement des orateurs. Dans nos environnements, on se déconnecte très vite de l'orateur. C'est un constat, on n'aime pas les interventions longues. Donc il faut parfois, travailler cette attention du public. Et si on ne parvient pas à le faire, malheureusement, l'attention est vite détournée par les smartphones. Et je le disais, le directeur des conférences de TEDx estime que ces smartphones sont des ennemis pour l'orateur. Et surtout pour les jeunes. Ils sont nombreux aujourd'hui à préférer rester derrière le smartphone que de se lever et de s'exprimer devant le public. Oui, ça c'est autre chose. Aujourd'hui, smartphone, ennemi de l'orateur qui ne sait pas retenir l'attention de son public, on se déconnecte de l'orateur et on plonge dans notre monde. Après, également, moi je le dis, et je pense que j'ai beaucoup insisté là-dessus, le travail, la culture de lecture, qui est très très important, que l'on est en train de perdre, parce que les librairies dans nos environnements sont devenues des déserts. On n'y rencontre pas beaucoup de gens. Il y a un regain d'intérêt dans certains domaines et c'est très bien. Et je pense que pour une population aussi jeune, ces espaces-là peuvent être mieux fréquentés. Même en dehors des librairies, mais les ressources documentaires en ligne sur Internet sont énormes. Toute personne qui veut se former dans n'importe quel domaine a la possibilité de suivre des cours en ligne dans les meilleurs domaines qui soient. Donc la performance aujourd'hui, l'excellence, elle est à la portée de tous. C'est la chose la plus démocratique qui soit. En tout cas, de tous ceux qui ont la chance de pouvoir accéder à Internet dans notre environnement. Donc, le constat, comme vous avez parlé des smartphones, parfois l'usage qu'on fait de ces outils est un usage excessif. C'est un outil de socialisation. Mais je me socialise, c'est très bien, je me cultive. Donc, il y a la dynamique horizontale dans les relations humaines, il y a la dynamique verticale. La dynamique verticale, elle peut être celle religieuse, elle peut être celle
liées à la recherche, à la quête du savoir, à la quête de la connaissance. Mais il faut que par moment, l'on se déconnecte, apprendre à se déconnecter pour replonger dans d'autres espaces. C'est des espaces de découverte, c'est des espaces littéraires, c'est des espaces de méditation, de réflexion, de pensée. Moi, je pense que c'est autant d'éléments qui, demain, pourront venir conforter votre réflexion, enrichir votre perspective et même faire la différence dans un environnement extrêmement concurrentiel. Pour les jeunes, je vous rappelle que si vous voulez suivre un cours sur la prise de parole en public, allez sur Google et tapez Samuel Faye sur Marketing TV. Vous allez voir le cours qui sera disponible dès demain sur les différentes plateformes YouTube, Google, Dailymotion et toutes les plateformes collaboratives. Est-ce qu'on a des questions en ligne? Je crois que non. Monsieur Faye, est-ce qu'on parle de l'intonation? Comment gérer l'intonation? L'intonation, c'est le mouvement mélodieux de la voix. En fonction de ce que l'on dit, l'intonation va être différente. Quand je raconte une histoire, j'ai une intonation qui est propre à l'histoire. C'est l'histoire d'un jeune homme qui a vécu une histoire douloureuse, qui a grandi au village. C'est l'histoire d'un jeune homme qui a très tôt perdu l'affection de ses parents. D'un jeune homme qui n'a jamais su surmonter cette douleur. C'est le ton que l'on peut avoir quand on raconte une histoire. C'est l'intonation. Il y a aussi le ton qu'on a quand on argumente en disant voilà les principes et règles de la Constitution qui gouvernent ce problème. Donc il y a le ton de l'argumentaire, il y a le ton de la conversation, le ton qu'on a quand on blague. C'est un travail à faire, c'est très important de pouvoir s'inscrire dans ce mouvement mélodieux en fonction de ce que l'on est en train de dire. C'est très important. Et ce qui fait la marque de fabrique des grands orateurs qui passent sur plusieurs registres pour éviter le ton monocorde. Le ton monocorde, c'est émettre sur un même registre sonore, un même niveau d'intensité de la voix. Conséquence, le public a l'impression à un moment donné qu'il est tympanisé. Et la conséquence, elle peut être fâcheuse, c'est qu'on se déconnecte, c'est que le but, l'objectif poursuivi par la communication n'est pas atteint. Donc il faut varier les intonations. L'exercice de lecture solitaire, même l'exercice de théâtralisation, peut permettre de travailler cette intonation-là. Selon vous, nous avons fait combien de minutes? Je ne sais pas. Je n'ai pas senti le temps passer. Je le sais. Monsieur Faye, selon vous, qui est le meilleur orateur au Sénégal? Oh, ça, je ne saurais le dire. Je pense que le Sénégal a beaucoup d'orateurs. Vous voulez ressembler à qui? Je veux être moi-même. Je ne poursuis pas nécessairement l'ambition d'être un orateur, mais d'enseigner cette belle discipline. Mais oui, le Sénégal a beaucoup de grands orateurs, et parmi les hommes politiques, même pas nécessairement les plus connus. Moi, il m'est arrivé lors d'activités politiques auxquelles j'ai pu assister, mais de rencontrer des hommes, des femmes, et qui ont un talent oratoire hors du commun, avec un style différent de ce qu'on voit dans nos ouvrages, très différent de ce qu'on voit de manière classique dans nos ouvrages, mais un style qui parle au peuple. Autant il y a l'orateur technique, intellectuel, qui peut être très bon dans certains cercles, mais qui dans d'autres sera totalement largué. Autant il y en a d'autres qui dans certains milieux seront remarquables. Il faut savoir qu'il y a plusieurs éloquences. Vous allez au tribunal, vous voyez des procureurs, vous voyez des avocats, mais qui plaident d'une manière ou qui font des réquisitoires de manière remarquable. On a l'impression que le temps s'est arrêté. On peut les écouter pendant 3 heures de temps sans entendre, sans se déconnecter, en entendant les mouches voler. C'est l'éloquence judiciaire. Il y a l'éloquence politique, il y a l'éloquence du professeur, l'éloquence du guide religieux. Donc il y a plusieurs manières d'être éloquent. Vous avez des avocats qui sont de très bons orateurs sur le plan judiciaire, mais qui sont de piètres, par exemple, animateurs de meeting, parce qu'ils ne savent pas se départir d'une casquette pour aller revêtir l'autre. Vous avez des orateurs de meeting, des hommes politiques qui sont de médiocres professeurs, qui ne savent pas partager avec pédagogie. Donc, être un passeur, être en mesure de traverser ces différents éléments-là en gardant des talents et en étant bon partout, c'est très difficile. Donc, un orateur complet, il faut en chercher. Peut-être qu'il y en a, peut-être qu'on a eu la chance d'en rencontrer. Je pense qu'il y a plusieurs manières d'être éloquent. Mais M. Faye est un bon orateur, il est éloquent. Quel est le secret de M. Faye, Samuel? Moi, je ne me suis jamais considéré comme un bon orateur. Le premier commentaire que j'ai eu lorsque j'ai fait la publication, c'est
un commentaire de notre collègue Sarah. Elle a été très éloquent. Merci, c'est très gentil. Moi, s'il y a un secret pour moi, c'est la curiosité. C'est la lecture. C'est l'amour de ce que je fais. Pour moi, aider les personnes à s'exprimer, c'est une chose remarquable. L'une des choses qui me fascine le plus, c'est l'intelligence humaine. Voir comment les grands hommes d'Afrique, mais aussi les grands hommes partout à travers le monde, je dis hommes et femmes bien évidemment, ont pu penser le monde, ont pu nous léguer un héritage. Donc, cette curiosité-là, à un moment donné, elle s'est portée sur la rhétorique. La rhétorique qui est aussi une belle manière de valoriser cette intelligence humaine. Vous entendez certains orateurs, vous découvrez d'autres perspectives. Pour moi, c'est les portes que cette intelligence humaine remarquable n'a cessé d'ouvrir depuis le début de l'histoire de l'humanité. Donc c'est quelque chose de remarquable. Et moi, c'est ce qui motive le travail que je fais en permanence et sur laboratoire et aussi sur d'autres domaines de ma vie de tous les jours. J'ai parlé de la citoyenneté, j'ai parlé du droit, j'ai parlé du leadership, je pourrais parler de la prospective. Donc, c'est des passions que j'ai pour certaines choses qui me poussent à aller découvrir parfois le fond des choses. Monsieur Faye, un dernier conseil aux jeunes qui nous suivent? Un dernier conseil pour réussir leur prise de parole? Pour moi, entraînez-vous régulièrement, que ce soit un travail permanent, un travail de tous les jours. Il n'y a pas de part dîner sur ce que nous sommes en train de dire. Quand je dis il n'y a pas de part dîner, on peut toujours relativiser ce que l'on dit, mais il est à la portée de tous de développer des outils qui leur permettent d'être de bons orateurs, d'être de bons communicants. Mais être un bon communicant, c'est d'abord être bon dans son domaine. Donc cultiver la compétence, la performance dans vos domaines. Vous êtes juriste, soyez un bon juriste. Vous êtes scientifique, soyez un bon scientifique. Vous êtes sociologue, soyez un bon sociologue. Et après avoir renforcé ces piliers, ces fondamentaux de votre connaissance, allez à une étape supérieure en apprenant à restituer par le biais d'un exercice régulier. Structurez-vous, fixez-vous toujours un objectif de communication, apprenez à ouvrir, à développer, apprenez à bien conclure, faites un bon usage des outils de base, la voix, travaillez-la dans son intonation, dans votre articulation, le regard, établissez toujours un contact visuel, c'est quelque chose de très important. La posture, la gestuelle pour donner parfois du poids à ce que l'on dit. Cultivez également ces outils qui fondent la performance oratoire, qui fondent l'art de convaincre, votre ethos. Comment vous suscitez la bienveillance? C'est par le biais d'un sourire, de l'humilité. L'humilité est une arme fondamentale, d'ailleurs, je trouve. Le logos, c'est l'art de raisonner, c'est la logique de votre conviction rationnelle. C'est le pathos. Comment vous parvenez à raconter parfois des histoires qui ont de l'impact, surtout quand vous êtes jeune entrepreneur et que vous voulez pitcher. Il y a plusieurs modules que nous développons aujourd'hui sur le pitch et le storytelling. Donc voilà. Et quand vous aurez fait toutes ces choses-là, vous vous serez rendu compte, comme nous nous en rendons compte tous les jours, que nous ne sommes qu'à notre premier pas et que la marge de progression est encore très rapide. Et très, très longue, je veux dire. Ce n'est qu'en public qu'on apprend à parler en public. C'est vrai? Il faut, pour démystifier cet exercice, tremper dans un public. Après plusieurs outils, plusieurs techniques, on peut les travailler davantage chez soi, bien évidemment, comment articuler tout ça. Mais je pense que la meilleure manière de devenir un bon forgeron, c'est de forger. Est-ce qu'il y a des séminaires de prise de parole en public à Madiba Leadership Institute et c'est prévu pour quand? Nous sommes en train de travailler sur des programmes avec des partenaires d'ici et d'ailleurs sur ces questions. Je pense que déjà tous nos étudiants au niveau de l'Institut bénéficient de ces cours. C'est des éléments constitutifs qui sont inscrits dans les unités d'enseignement. À côté de cela, nous sommes en train de monter des programmes spécifiques et pour entreprises et pour les jeunes qui veulent venir développer des compétences sur ces questions. D'accord. Voilà. Merci M. Faye. Nous allons boucler l'heure d'émission. Est-ce qu'il y a un dernier mot qu'on a l'habitude de dire? C'est vous remercier. Moi, j'ai été très séduit par le travail remarquable que vous faites. C'est la preuve vivante
que les jeunes aujourd'hui ont le leadership, ont le savoir-faire qui leur permet de porter des projets remarquables. Vous êtes une personne très humble. Je pense que la modestie, l'humilité sont les armes qui nous aident à avancer dans la vie de tous les jours. Et vous êtes également une personne brillante qui sait où elle va. Je suis convaincu que cette initiative Marketing TV, dans les années à venir, nous en parlerons encore et encore. Merci à vous également de m'avoir soutenu. Bien que le fait de m'avoir reçu est un soutien énorme. Je vous remercie. Je remercie tout le personnel de Madiba Leadership Institute. Merci M. Faye, merci chers internautes. Et à très bientôt. J'espère que la semaine prochaine, nous allons recevoir d'autres personnalités pour parler d'autres thèmes. Merci beaucoup. Et merci à Madiba Leadership Institute. Merci. Merci M. Faye. Merci.